maître de conférence à l'université en littérature francophone, voilà, et qui travaille dans le laboratoire LCF, donc littérature créole et francophone, de l'Université de La Réunion. Donc, un petit mot rapide sur le partenariat qu'on est en train de mettre en place avec l'Université de La Réunion. Et ensuite, je laisserai Valérie plutôt présenter son parcours et ensuite enchaîner sur la conférence. Donc, on est en train de mettre en place un partenariat culturel, pédagogique et de recherche avec l'Université de La Réunion qui comprend un cycle de conférences. Donc là, vous allez entendre Valérie. Vous aurez aussi, avant la fin de l'année, Marcus Arnold, que certains d'entre vous connaissent, qui va venir faire une conférence sur la bande dessinée dans l'océan Indien. Marcus Arnold est chercheur associé au LCF. Et au deuxième semestre, on aura Katana Marimoutou sur un sujet qui reste à définir. Le partenariat avec l'université, ça sera aussi avec le laboratoire DIR, donc on en parlera plus longuement. Mais avec ces deux laboratoires, il y a ce cycle de conférences, mais aussi une possibilité qu'on est en train de travailler de passerelle entre les différents masters et aussi entre les différents laboratoires de recherche. Ça peut se traduire par des séminaires communs, ça peut se traduire par des appels à participation à des colloques auxquels les artistes peuvent répondre, donc les artistes enseignants, mais des artistes étudiants. Donc voilà, on est en train de construire ça avec l'université, à savoir que précédemment, avec l'université, on avait mis en place déjà deux colloques, donc un colloque qui s'appelle Images et Savoir, et un colloque qui s'appelle Images et son dehors, avec des éditions qui ont découlé de ces colloques donc les années précédentes. Donc, ça n'est pas une nouveauté, c'est simplement quelque chose qu'on réinstaure à la faveur des différentes relations et des différentes connexions qu'on peut mettre en place avec l'université. Voilà, là, je clôture pour ce qui est de l'introduction et je remercie Valérie pour sa présence et je vous laisse la parole pour la suite. Merci Patricia. Donc, bonsoir à tous. Alors, je ne sais pas si ça marche. Non, je n'ai pas l'impression. C'est bon? Ah, d'accord. Vous m'entendez avec le masque ou... Ouais, c'est pas besoin du micro. Oui. Ah. C'était pour le côté confort, ça monte pas mal au blanc. Il n'y a pas de souci. Donc, j'utilise oui, c'est le même. Pas de souci. Oui, c'est bon. Merci. Bien, donc bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit Patricia, je suis Valérie Magdeleine Andianzafchim, je suis maître de conf donc, à l'université, spécialiste de littérature francophone et post-coloniale. Alors, quand Patricia m'a proposé de faire une conférence et qu'on a commencé à discuter de ce partenariat, je me suis demandé ce qui serait susceptible d'intéresser des étudiants de l'école d'art. Donc, bien évidemment, je ne vais pas vous faire quelque chose qui porte sur la littérature strictement, mais sur une perspective plus croisée, qui consiste en une réflexion à partir de démarches théoriques qui sont très à la mode actuellement, qui sont les démarches dites géocentrées ou écocentrées. Donc, je vais vous les présenter, revenir un petit peu sur ce que c'est, et puis essayer de voir en quoi ces démarches peuvent nous aider à lire. À lire quoi? À lire les paysages, à lire l'île, indépendamment des clichés qui ont toujours porté sur l'espace de l'île, sur les paysages tropicaux. Donc, à lire les îles, et puis à essayer de montrer le caractère construit de nos espaces, le caractère historique de nos espaces. Alors donc, dans un premier temps, ce qui va m'intéresser, c'est d'essayer de construire avec vous cette réflexion qui porte à la fois sur, d'un côté, comment écrit-on l'histoire des îles créoles, et de l'autre côté, comment se préoccupe-t-on de l'espace et de l'écologie créole. En effet, dans un premier temps, c'est un petit peu mon préambule avant même de vous montrer mes axes et puis de dérouler cette présentation. Vous avez des modes d'approche théorique qui sont très différents. La question écologique, le soin que l'on apporte à la nature, le souci que l'on se fait de la nature, qui est extrêmement au fait de l'actualité et qui est extrêmement présent. Ce souci, il a souvent été considéré comme un souci du Nord.
je mets des guillemets à cela, du Nord, c'est-à-dire un souci plutôt occidental, un souci de pays qui finalement veulent préserver une nature indépendamment des hommes, voire en excluant les hommes qui habitent cette nature. Et ce souci de l'écologie, ce souci de la nature, il est souvent considéré par les littératures des Suds, c'est-à-dire par les littératures post-coloniales ou par les littératures francophones. Ce souci de l'écologie, il est souvent considéré comme finalement un luxe. Parce que les littératures des Suds ont d'autres choses à régler. Et parmi ces choses à régler, leur histoire. Et donc les littératures post-coloniales, les littératures francophones, surtout des zones créoles, mettent en avant, mettent au premier plan donc toutes les histoires qu'il faut réhabiliter, toutes les personnes dont on a tué les voix et qu'il faut maintenant écouter. Elles mettent en avant ce qu'on appelle des perspectives égocentrées, c'est-à-dire centrées sur le moi, centrées sur le sujet. Et ces littératures postcoloniales égocentrées semblent, dans un premier temps, ne pas traiter de la question naturelle, ne pas traiter de la question de l'île, du paysage, qui ne serait pas donc au cœur de leurs préoccupations. Donc d'un côté, une préoccupation écologique dite plutôt du Nord, de l'autre côté, une perspective humaine, faire parler les voix de ceux qui n'ont pas de voix, réhabiliter des histoires oubliées, qui seraient plutôt liées au récit des Suds. Or, séparer ainsi les deux éléments, c'est bien sûr oublier que les hommes vivent dans des lieux qu'ils ont construits, transformés, élaborés, et inversement, que les lieux transforment les hommes. D'où la notion qui devient actuellement très porteuse dans l'analyse des textes littéraires des Suds, d'où la notion que l'on appelle écopoétique post-coloniale. Cette notion d'écopoétique post-coloniale, elle est très développée par un chercheur antillais qui s'appelle Malcolm Ferdinand, dont je reparlerai plusieurs fois, et puis je vous montrerai en dernière diapo, je vous montrerai ma bibliographie et vous aurez ces références. Donc une écopoétique post-coloniale, c'est une écopoétique, c'est une préoccupation à la fois de l'espace et aussi des hommes. Des hommes dans l'espace, ce que ces hommes ont fait à la nature, ce que la nature a fait à ces hommes. Mettre en relation ces deux éléments, qu'est-ce que cela produit? Cela vous évite de voir le monde selon une façon qui a toujours été construite ailleurs et par d'autres. Et j'en viens à mes axes problématiques que je vais essayer de voir rapidement avec vous. Les îles, elles ont en général été confisquées dans la représentation qu'on en donne. Ce sera le premier axe que je vais développer en réfléchissant avec vous à ce qu'est une île, comment les îles tropicales ont été montrées, comment elles ont toujours été dites par la littérature. Ces îles, dites par d'autres, ont fait que l'auteur martiniquais Raphaël Confiant s'est posé cette question, comment décrire un cocotier? Comment vous décrivez finalement l'espace qui est immédiatement le vôtre? Espace immédiatement vôtre, mais qui a toujours été dit par d'autres, dit par les voyageurs, dit par les touristes, dit par tous les écrivains qui ont fréquenté ces îles. Comment vous, habitants d'un lieu, pouvez-vous vous réconcilier directement avec ce lieu sans passer par la médiation de tous les discours qui ont déjà été tenus, de toutes les images qui ont déjà été faites? Deuxième axe, en quoi travailler à partir de la nature qui n'est plus un arrière-plan, qui n'est plus un décor, qui n'est plus secondaire dans une œuvre, mais qui devient première? Comment travailler à partir de la nature vous permet-il de diversifier vos perceptions? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne plus voir le paysage comme toujours et immédiatement là. Lorsque vous vous promenez sur la 4 voies, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez, selon la zone dans laquelle vous êtes, des champs de canne. Ces champs de canne, vous le savez très bien, ne sont pas des plantes endémiques, ce sont des plantes importées. La structuration de ce paysage, du champ de canne, elle est totalement humaine. La séparation entre les cannes et la forêt, elle a été créée
par l'humain. Et quel humain? Celui qui a travaillé la terre. L'esclave, l'engagé indien, le travailleur de la terre. Et ce travailleur de la terre, où il est? Il est absent. Où sont les cimetières d'esclaves? On ne sait pas. Où sont les morts qui ont travaillé la terre? On ne sait pas. Il reste un paysage. Il est donc nécessaire, pour dire les îles depuis notre point de vue, depuis un point de vue qu'on va recentrer sur nous-mêmes, il est donc indispensable de voir comment ces paysages sont habités par des histoires, portent les traces mémoires, c'est un terme que je reprendrai tout à l'heure, portent les traces mémoires de cette activité humaine. Ce sera donc mon deuxième axe. Donc, comment redonner en fait au paysage cette histoire occultée? Comment faire entendre la présence de tous ceux qu'on a oubliés, qui ont disparu, qui ont été gommés par l'histoire dite dominante? Mon troisième axe sera plus général. Il s'adresse à tous les créateurs. Il s'adresse à la question même de la création. C'est l'axe qui sera un petit peu mon fil rouge tout au long de cette petite intervention. Comment créer à partir d'espaces dits périphériques? Nos îles, vous le savez, sont ultramarines. Outre-mer, ça veut dire quoi? Elles sont en delà, loin, loin. Peut-être qu'elles sont en outre, c'est-à-dire en trop, en plus. Comment, à ce moment-là, créer son point de vue territorialisé, et j'utilise le terme des deux philosophes Deleuze et Guattari, donc de reterritorialisation. Comment vous allez créer votre identité insulaire? Ils utilisent une très belle métaphore qui est la métaphore du terrier. Comment vous allez creuser votre terrier pour vous installer dans ce lieu qui a toujours été dit par les autres, dans ce lieu qui a toujours été considéré finalement comme un lieu de passage, comme un lieu de violence, comme un lieu dans lequel le sujet a toujours peiné à s'ancrer, à s'installer. Alors, quelle perspective adopter pour légitimer son point de vue, pour légitimer son ancrage dans ces territoires insulaires qui toujours nous échappent? Cette question, elle est celle qui se pose à la littérature francophone, la littérature créolophone, la littérature des îles est toujours considérée comme secondaire, comme mineure. Elle est toujours considérée comme périphérique. Et écoutez bien tous les termes qu'on utilise: littérature périphérique, littérature ultramarine, littérature de l'exiguïté, petite littérature, ce sont toutes les qualifications qu'on lui donne. Donc des littératures mineures qui sont au-delà, loin des centres, dans des espaces lointains. Ces littératures dites périphériques, secondaires, mineures, ultramarines, elles ont toujours peiné à se faire reconnaître et elles visent une seule chose, c'est aller ailleurs, se faire reconnaître ailleurs, en dehors de chez elles, en dehors de leur propre territoire. Donc vous voyez que cette question de travailler d'abord la question du paysage, la question du territoire, la question de la nature, elle peut se décliner sur ces trois plans. Ce sont ceux que j'ai choisis aujourd'hui. Cela peut être beaucoup plus riche que cela. J'ai choisi 3 plans qui sont immédiatement accessibles et perceptibles et qui vont nous permettre, si vous le souhaitez ensuite, de lancer des conversations et peut-être des ponts entre vos pratiques et les nôtres. Alors je commence tout de suite par un préambule. Un préambule qui est cette toile d'un autre espace créole, Haïti. Cette toile, elle est assez intéressante. Elle relève de ce qu'on appelle donc la fameuse peinture naïve, typique de la production contemporaine d'Haïti. Elle date de 1952 et elle s'appelle Paradis terrestre. Alors pourquoi est-ce que je commence par cela? Ce n'est pas une île, mais c'est peint par un peintre d'un espace créole. Alors, que voit-on dans un premier temps? Toute la typologie du paradis, Adam et Ève, à la nudité soigneusement masquée. Vous voyez que le genre masculin-féminin n'est pas vraiment démarqué pour l'instant, puisqu'il n'y a pas eu la chute du paradis. Nous sommes encore dans le moment du paradis. Et regardez comment cette nature est représentée. Vous êtes dans ce que l'on appelle la providence. Une nature structurée pour l'homme. Regardez comme les fruits sont immédiatement accessibles, vous n'avez qu'à tendre le bras. Vous avez des fruits qui parsèment tout l'espace de la terre. Regardez comme les éléments naturels s'harmonisent. L'eau et la terre
son conjoint et accueille l'ensemble des espèces. Nous avons la sensation ici que ce paradis terrestre, en fait, vous dit quoi? Vous dit le paradis, c'est l'union du vivant. C'est l'harmonie du vivant. C'est l'harmonie des espaces, des espèces, l'harmonie des éléments premiers. Ça ressemble fortement à une arche. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait une arche qui recueille un petit peu un représentant de chaque espèce animale. Or, réhistoricisons cette toile. Qu'est-ce qu'elle vous montre? Le moment où Ève cueille la pomme, c'est précisément le moment où le paradis s'effondre. C'est le moment, justement, de la chute et de la destruction de cette espèce paradisiaque. Donc mon préambule cherche à vous montrer quoi? Cherche à vous montrer que cette représentation tout à fait classique de la richesse, de l'opulence du territoire tropical, de l'opulence du territoire exotique. Cette représentation tout à fait classique, en fait, c'est une alarme. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit c'est déjà fini. Le moment là que vous voyez, c'est le moment qui vous signifie que ce paradis est déjà mort, qu'il a déjà touché à sa fin. Le serpent est déjà là, la pomme est déjà cueillie. Ce paradis, c'est d'un dernier éclat, une dernière vision de ce qu'aurait pu être une nature providentielle, mais qui ne sera jamais providentielle. Haïti, c'est l'île de toutes les dégradations écologiques. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire d'Haïti, des cataclysmes écologiques systématiques d'Haïti. Haïti est un territoire totalement déforesté. C'est un territoire désertifié dans lequel on dit d'ailleurs en créole haïtien que même la terre marronne, la terre disparaît dans les eaux. Donc cette toile, qu'est-ce qu'elle vous dit dès que vous la recontextualisez? Elle vous montre précisément l'oxymore, l'antiphrase. Il n'y a pas de paradis. Il n'y a d'image que de choses déjà mortes. Si nous nous replaçons maintenant plus vers un premier axe de réflexion qui va nous permettre de regarder nos mythes, nos représentations, nos littératures, et puis après nos images. Réfléchissons à qu'est-ce qu'une île? Définition du dictionnaire. Une terre entourée d'eau. Ça, c'est la définition première de l'île. Définition que vous trouvez beaucoup plus dans les mythologies et dans les littératures. De l'eau dont surgissent par accident des terres. Vous avez peut-être travaillé sur le mythe de la Lémurie. Je pense que vous avez fait des travaux, certainement ici, j'imagine. Vous en avez entendu parler? Ce continent premier, donc disparu, dont nos îles ne seraient plus que les restes, les reliquats. Ce mythe inventé par Jules Hermann, le mythe de la Lémurie. Donc ce continent submergé, dont nos îles seraient les restes. L'île se définit donc a priori par deux éléments primordiaux, la terre, l'eau, deux éléments qui semblent antinomiques, qui sont presque le négatif l'un de l'autre. Pour vous donner quoi comme espace? Qu'est-ce que ça signifie une île? C'est un isolat, c'est quelque chose qui est isolé du reste, coupé du reste. Et l'eau, nous la voyons de quelle manière? L'eau, c'est ce qui sépare ou c'est ce qui relie. Réfléchissez à La Réunion. La mer à La Réunion, vous la voyez comment? Agressive, hostile, angoissante, très agitée, des courants, une fois que vous tombez dans des courants, vous n'arrivez pas à en réchapper. Nous avons un nombre de morts très conséquent, de gens qui sont enlevés par des lames, par des vagues ou autres. Vous voyez que la représentation de l'eau par l'insulaire réunionnais est une représentation de la peur des eaux. Or, comment sont représentées les îles par les voyageurs, par les touristes? Comment est représentée l'eau? Paradisiaque, le lieu du loisir, le lieu de l'accueil.
vous voyez déjà, avec ce simple petit détail, mais on va aller beaucoup plus loin, bien évidemment, vous voyez tout de suite que la définition de l'île, elle va être absolument divergente selon que vous êtes, selon que vous pratiquez l'espace de l'île, ou selon que vous voyez l'espace de l'île à travers des réseaux de clichés et de stéréotypes. Alors, quels sont les imaginaires des îles? J'ai repris 3 grandes typologies, 3 grands traits qui sont liés à l'imaginaire des îles. D'abord, un chronotope. Alors, la notion de chronotope, si vous avez fait un peu de littérature, elle vous est peut-être familière. C'est une notion d'un théoricien russe qui s'appelle Bakhtin. Peu importe, mais ce qui est intéressant, c'est le mot chronos, donc le temps, topos, le lieu. Le chronotope, c'est l'association du temps et du lieu. Alors, comment est censé être le rapport entre temps et lieu dans une île? L'île, c'est un espace que l'on voit comme fermé, dans lequel le temps serait éternellement recommençant. L'eau, à ce moment-là, la mer, c'est bien une rupture. Si vous êtes dans un espace fermé au temps éternellement recommençant, c'est que vous ne voyez pas la mer comme un lieu de passage, mais vous la voyez au contraire comme une barrière. Ce chronotope qui associe l'histoire et le temps, vous le voyez, un élément très très simple. Comment parle-t-on de l'histoire de notre île? Les grands événements historiques sont généralement couverts par d'autres grands événements qu'on met en avant. Le nom des cyclones. C'est l'année du cyclone Génie, c'est l'année de tel cyclone, c'est l'année de telle éruption volcanique. Et vous voyez comment cet imaginaire de l'île comme un lieu clos dans lequel il n'y a pas d'histoire, dans lequel tout se répète tout le temps, fait quoi? Fait que nous faisons passer l'événement naturel devant l'événement humain. Les dates de votre propre histoire, à mon avis, si vous êtes comme mes étudiants, vous les connaissez très mal. Et notre temporalité, nous l'ancrons dans cette espèce d'imaginaire d'un temps suspendu, dépendant de la nature. Autre paramètre de la représentation des îles, des lieux sur lesquels on s'échoue. L'île, c'est un obstacle sur la course d'un navire, un obstacle dans lequel on fait naufrage, mais ça peut être aussi le lieu dans lequel on trouve un trésor, ça peut être aussi le lieu dans lequel on expérimente des sociétés nouvelles. Quel que soit cela, île d'échouage, île d'expérience, île au trésor, qu'est-ce que ça signifie? Que l'île n'est pas dans le monde. Elle est en dehors du monde. On la trouve par hasard, ou bien elle a la malencontreuse idée de se révéler à un navigateur qui ne l'avait pas vu. Pensez au Wakashio à Maurice. Donc, visiblement, ce capitaine de navire qui n'avait pas vu l'île Maurice et qui s'y est fracassé. Donc, l'île, c'est quelque chose, finalement, qui tombe sur votre route par accident, mais qui n'est pas intégré, finalement, à la cartographie du monde. Elle reste hors monde. Élément tout à fait frappant quand nous savons qu'au contraire, les îles n'ont cessé d'être parcourues, n'ont cessé d'être des lieux entre lesquels on a circulé et qui ont accueilli, nous en sommes bien évidemment les principaux représentants, elles ont accueilli tous les espaces du monde. Mais elles restent dans l'imaginaire, vécues comme des lieux exceptionnels, à part. Troisième typologie, eh bien, vraiment cette opposition systématique, paradis ou enfer, utopie ou dystopie. Donc, lieu heureux ou lieu malheureux, lieu donc d'enfermement. Vous savez qu'on met beaucoup de bagnes dans les îles. Si vous êtes, vous connaissez l'île dans laquelle Nelson Mandela a été enfermé toute son existence, par exemple. Donc, beaucoup d'îles sont devenues des bagnes, alors que, comme je le disais, les îles sont en général des lieux de navigation et de transit. Cet imaginaire, Éden, enfer, ouverture, fermeture, utopie, dystopie, vous montre que l'île est un impossible. C'est quelque chose de systématiquement contradictoire, systématiquement double, systématiquement insaisissable. Pourquoi est-ce insaisissable? Parce que justement, c'est vu par d'autres. La représentation des îles, elle est confisquée. Elle est confisquée dans toute notre histoire par ceux qui y sont passés. Elle est confisquée par les récits coloniaux, elle est confisquée par les récits exotiques, par les récits de voyageurs. Elle est confisquée par les scientifiques qui ont décrit les îles, mais qui n'ont jamais décrit les hommes qui étaient dans ces îles. Et elle est décrite par qui, l'île? Elle est décrite, comme je l'ai écrit ici, par des hommes blancs. Toutes les descriptions premières des îles créoles et des îles de l'océan Indien, Maurice, Réunion, ont été écrites par des hommes blancs, en langue française. Et vous voyez donc la distance déjà que cela crée par rapport à ceux qui pratiquent les îles, à ceux qui les habitent, à ceux qui en sont originaires. Alors comment les disent-ils?
ils les disent donc autour de ces grandes typologies que j'ai commencé à énoncer et dont une œuvre de l'océan Indien, enfin écrite dans l'océan Indien, est certainement la plus caractéristique, c'est Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre. Vous connaissez le roman? Au moins deux titres, Paul et Virginie. L'histoire de cet amour terrible entre deux très jeunes enfants qui ont été élevés ensemble dans un cirque à l'intérieur de l'île Maurice. Ils s'aiment donc dans un berceau totalement naturel et protégé, et d'un amour extrêmement pur et donc chaste, bien sûr. Et Paul, pour satisfaire Virginie, améliore la nature autour d'elle. Il prend ce qui existe déjà et son travail consiste à améliorer encore un peu plus l'ordre de la nature. Alors, que va nous montrer Paul et Virginie? Cette histoire d'amour dans un berceau naturel très protégé ne peut pas survivre lorsqu'on sort de la nature. Il va y avoir l'opposition entre ces deux expressions latines qu'on appelle le locus amoenus, le lieu heureux, agréable, et le locus terribilis, le lieu terrible. Lorsque Virginie doit regagner Paris, où sa vieille tante très riche veut qu'elle suive de vraies études et non pas qu'elle vive selon le rythme de la nature, que va-t-il lui arriver? Elle sera séparée de l'île, séparée de Paul, et lorsqu'elle voudra y revenir, elle fera naufrage. Alors, dans ce roman Paul et Virginie, vous avez vraiment là ces quatre éléments qui sont quatre éléments fondamentaux qui vont être un vrai masque qui va être posé sur nos... Enfin, le mot masque, on devrait l'éviter par les temps qui courent, quelle horreur. Donc, ce sont quatre éléments qui vont être systématiquement un écran entre l'île et nous. Ils vont structurer notre vision que nous avons des îles et pour les créateurs, je pense aux écrivains, ils vont structurer également la représentation qu'ils vont donner des îles. Alors, une opposition entre le lieu agréable et le lieu terrible, la terreur des mers, des terres qui ont l'air providentielles mais qui cachent une forme de terreur, et une nature qui doit être améliorée par l'homme. Je voudrais vous montrer une première représentation. Donc, c'est une illustration qui a été donnée du roman. Alors, on ne va pas parler de la qualité picturale, hein. Bon, elle est très discutable, mais elle est très intéressante, cette représentation. Elle vous montre une forêt-jardin. Elle vous montre, donc, nous sommes en plein milieu du 19e siècle, elle vous montre ici les deux jeunes amoureux dans ce berceau naturel qui semble totalement organisé pour le bonheur esthétique, pour la protection des hommes. Alors, regardez la structuration du tableau, elle est très nette. Qu'est-ce qu'elle vous montre? Qu'est-ce qu'il y a de tout à fait caractéristique ici? Je ne vous vois pas, excusez-moi. Oui, pardon. Oui. Et c'est structuré de quelle manière? La diagonale est très forte et elle vise à faire quoi, cette diagonale? À produire quel effet? Pardon? L'encerclement, la protection, ici. Et vous voyez que cette verticalité qui pourrait être hostile, hein, qui pourrait être une sorte de clôture, elle est très ouverte par les palmes. Elle crée donc une sorte de mouvement qui est ici très en étoile et qui donc n'est pas enfermant. La fermeture que vous avez ici, elle est plus en berceau, elle est plus harmonieuse et douce, et les couleurs des fleurs vous montrent que la forêt, ici n'en est pas une, c'est un jardin pour l'homme. Regardez la différence avec ceci. Ici, c'est la fuite, c'est un tableau américain. Donc, ici signifie donc la chasse aux esclaves et qui signifie marée lugubre. Et ce marronnage que vous voyez ici, hein, ces deux marrons que vous voyez dans l'eau, dans ce marais, sont eux aussi dans un cadre naturel
qui, a priori, a des éléments très communs, notamment la structure en diagonale. Vous le voyez, sauf que où est la diagonale? Elle a été décalée. Elle a été décalée sur la gauche et cette fois, elle vous écrase complètement vos deux protagonistes. Alors la toile est très pixelisée, elle est très mauvaise, mais vous voyez peut-être, en fait, que ici, ces marrons ne peuvent pas être les hommes de cette forêt. Ils sont expulsés, ils ont fui la plantation, mais ils ne sont pas admis dans ce cadre. Dans ce cadre, par contre, qui est complètement fondu à ce cadre? Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que c'est vraiment la reproduction est très mauvaise. Les chiens, vous voyez, qui semblent véritablement surgir de la forêt. Et puis les chasseurs de marrons qu'on voit complètement à l'arrière-plan là-bas. Deux silhouettes de chasseurs de marrons qui, eux, ont l'air d'être semblables aux arbres. Alors que vous montre cela? Cela vous montre que pour l'homme noir, pour l'esclave en fuite, il n'y a pas de place dans le paysage. Pour les deux enfants blancs que vous avez vus tout à l'heure, tout vêtus de blanc, angéliques, la forêt est un jardin. Pour les deux esclaves noirs, la forêt est un lieu de perdition dans lequel ils sont écrasés par les arbres, écrasés par la végétation, dans une eau lugubre, verdâtre, avec ces chiens de chasseurs qui sont comme véritablement des plantes surgissant vers eux, et des chasseurs de marrons tout au fond, qui sont eux également comme des éléments végétaux. Regardez bien ce que cela structure comme imaginaire. Qu'est-ce que ça vous montre? Ça vous montre à qui appartient l'espace de l'île. Il n'appartient pas aux esclaves. Il n'appartient pas à ceux qui ont fait l'île. Il appartient au petit jardinier blanc, qui est Paul. Il appartient à ces deux petits amoureux, tout vêtus de blanc. Alors, Paul et Virginie se clôturent, comme je vous l'ai dit, par le naufrage du bateau qui ramène Virginie. Et regardez cette fois comment, ce qu'on appelle le paysage de loisirs, quand on parle des îles et de la mer, des îles tropicales, on appelle cela le paysage de loisirs en général. Regardez comment ce paysage du loisir, tout à coup, se meut en un paysage terrifiant qui vous montre, là encore, l'île carcérale. Là, vous êtes fermé. L'île prison, vous n'y rentrez pas, vous n'en sortez pas. Elle a voulu en sortir, elle est châtiée, elle est punie, elle est noyée. Mais il y a quelque chose de plus intéressant, qui est la puissance transcendante de la nature. En fait, qu'est-ce qu'elle a fait, Virginie? Elle a accepté l'héritage de sa tante. Elle est partie à Paris pour aller remplacer, si vous voulez, les bienfaits de la nature par l'argent. En fait, c'est une punition qui est la sienne ici. Mais cette punition passe par quoi? Ce n'est pas une punition par les hommes, c'est une punition par les éléments naturels. Et ce qui ressort de la façon de dire les îles et de dire la mer, c'est qu'il y a une puissance des éléments séparés de l'humain. Ici, c'est une toile d'un peintre anglais que vous connaissez fort bien, qui est William Turner, donc peinture extrêmement connue, peintre extrêmement connu. Quelle est cette toile? Cette toile est très importante dans l'histoire justement des îles et dans l'histoire du discours sur l'esclavage. Cette toile, vous savez que Turner était un peintre de marine, de scène marine. Que vous dit cette toile? Ce sont des négriers jetant par-dessus bord les mourants et les morts. On a l'impression que la mer est très agitée. Où sont les mourants et les morts? Vous les voyez, les mourants et les morts? En fait, ils sont là. Vous voyez des bouts de corps qui surgissent des mers. Quel est le discours de ce tableau? Des négriers jettent par-dessus bord des êtres humains. Qui est responsable? Vous avez la sensation ici que c'est la mer qui est responsable. Elle est seule présente dans la toile. Seule présente dans la toile, le bateau est très estompé vers le fond. Vous voyez des vagues très agitées et vous ne voyez que des bouts de corps humains déjà dévorés par des poissons. Alors, cela vous montre en fait que la peinture des éléments naturels ou la représentation littéraire des éléments naturels a très souvent été, comme je vous l'ai dit, premièrement, dite par d'autres, faite par d'autres, et deuxièmement, dite et faite
pour masquer l'histoire des hommes et pour masquer les responsabilités des hommes. Ici, vous voyez des forêts très touffues, des mers très agitées, mais vous ne voyez pas ces négriers qui ont jeté les esclaves par-dessus bord. Alors, cette toile, elle est tirée d'un événement historique qui a réellement eu lieu. Je ne sais pas si vous connaissez le navire qui s'appelait le Zong. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, c'est un navire négrier, en fait, et qui avait fait une erreur de navigation. Donc, le capitaine n'avait pas assez d'eau potable dans le bateau. Et il savait que s'il avait des esclaves morts dans le bateau, il devrait payer. Alors que s'il les jette par-dessus bord en disant qu'il y a eu une tempête, les assurances lui remboursent chaque tête d'esclave. Donc en fait, qu'est-ce qu'on voit? La tempête, on n'y peut rien. Un cyclone, on n'en est pas responsable. Mais en fait, le cyclone, c'est le capitaine qui l'a inventé. C'est le capitaine qui l'a créé pour justifier donc le fait de jeter par-dessus bord sa cargaison humaine. Et c'est un petit peu ce que vous dit, et Turner s'est inspiré de cet événement, c'est un petit peu ce qu'il vous dit. La mer est agitée, mais vous avez un beau soleil. Vous avez ici quelque chose qui aurait pu être tout à fait, le bateau n'a pas l'air, bon, le bateau est dans les vagues, mais le bateau n'est pas naufragé. Donc la nature est donnée comme un principe explicatif pour mieux cacher finalement les responsabilités humaines. Alors, ce sont en effet les éléments que vous avez ici, que je synthétise. Donc une nature transcendante, toute puissante. Les seuls hommes que vous avez vus, ce sont des silhouettes insignifiantes, sans visage, des êtres complètement disproportionnés, très petits. Et vous ne voyez pas le pouvoir. Le pouvoir, vous n'en avez vu que des métonymies, des parties. Vous avez vu des chiens, des silhouettes très floues de chiens, une silhouette très floue de navire. Alors, à quoi sert la représentation des lieux? Elle dissimule les relations de pouvoir. Elle dissimule l'histoire au profit d'une espèce de nature qui vivrait sauvagement selon ses propres lois. Des cyclones, des tempêtes, trop de soleil, de la sécheresse, de l'eau. Mais quelle est la responsabilité de l'humain? Il n'y en a pas. Donc vous voyez comment, dans ce premier temps que je voulais vous montrer, une île représentée par d'autres, vous voyez comment ces autres ont représenté des îles comme totalement bercées par leur histoire naturelle, une temporalité cyclique, toujours recommencée, dans lequel le pouvoir de l'homme n'est pas responsable, n'est responsable de rien. Alors, j'avais un petit extrait sur un texte littéraire, mais je vais le passer parce que ça va être trop long, le temps passe très vite. C'était simplement un extrait pour vous montrer comment, dans un premier temps, une tempête est racontée, une tempête terrible, un cyclone qui est une véritable apocalypse, et puis une ellipse. J'ai aucun lien entre le paragraphe 1 et le paragraphe 2, mais je vois dans le paragraphe 2, au milieu du champ de Cannes, se dressait l'usine sucrière. Alors, qu'est-ce que vous comprenez du coup? C'est que si ce cyclone a été si violent, a tué des hommes, a dévasté les maisons de ces hommes, c'est que les maisons de ces hommes étaient installées précisément dans un endroit où on installait les plus miséreux des travailleurs, c'est-à-dire dans des endroits qui étaient systématiquement inondables, dévastés. Et vous voyez comment le lien de causalité, c'est pas la nature qui est cruelle, c'est une histoire humaine qu'on a cachée et des responsabilités humaines qu'on a cachées. Alors, il convient donc, comme je le disais en préambule, d'historiciser notre perception de la nature, à voir dans notre perception de l'environnement ce qui a été fait par l'humain pour l'humain. Et dans les îles créoles, et ici, à La Réunion, ce qui a été fait par l'humain, pour une certaine catégorie d'humains, c'est ce qu'on appelle l'habité colonial. Alors, cette expression d'habité colonial, je la reprends au fameux Malcolm Ferdinand dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, vous avez une extraordinaire représentation de la culture du café à l'île Bourbon par le fameux Patu de Rosemont que vous connaissez, certainement par les noms de collèges, les noms d'écoles, peut-être plus que par ce qu'il a fait réellement. Alors, que vous inspire cette représentation? Qu'est-ce qu'elle a de tout à fait intéressant? Regardez la proportion homme-nature. Oui. Des montagnes immenses, des hommes une fois de plus invisibles, des silhouettes extrêmement petites, et regardez comment sont tous les travailleurs penchés sur la terre. Vous voyez qui travaille la terre? Ils travaillent la terre, mais ils sont invisibles. Où sont les propriétaires?
là. Et regardez bien où ils sont avec le petit chien de compagnie. C'est plus du tout le chien chasseur de marrons, c'est le chien de compagnie. Regardez où ils sont. Ils sont sur cet espace latéral. Ils prennent possession de cet espace qu'ils contournent, qu'ils visitent, qu'ils se montrent visiblement l'un à l'autre. Et l'espace parcellisé, l'espace cultivé, ici, semble extrêmement stérile par rapport à ce que vous avez vu tout à l'heure. Et regardez les montagnes, comment sont-elles? Verdoyantes, arrondies. Mais encore, souvenez-vous des représentations des forêts tout à l'heure. Oui? Elles n'ont pas l'air? Alors oui, effectivement, elles sont arrondies, elles semblent un berceau un peu protecteur ici, mais regardez la conséquence de cette plantation sur cet espace verdoyant. Vous voyez où sont les arbres? Vous avez quelques pauvres arbres là-haut, sur la crête, et il semble que cette verdure que vous avez sur les collines soit d'une nature déjà tout à fait transformée. Ce n'est plus cette nature prolifique, cette jungle que vous aviez tout à l'heure, c'est une nature qui a l'air d'avoir été profondément transformée par ce qui se passe en bas. Alors, un espace ici plan, vous voyez, parcellisé, découpé, droit, ce qu'on appelle l'habitat colonial, l'habitation, elle est complètement repoussée. Pourquoi? Eh bien justement, il s'agit de ne pas montrer ce qui peut fâcher, il s'agit de ne pas montrer ce qu'il peut y avoir de cruel. Donc vous voyez tout simplement des paysans. Si vous êtes attentif, vous voyez qu'il y a des femmes là-bas qui portent des choses sur leur tête. Vous voyez peut-être des jupes, donc là aussi des silhouettes complètement invisibles. Alors qu'est-ce qu'il a d'intéressant cet habité colonial? C'est que Patu de Rosemont nous le montre selon toute l'idéologie de la naissance de l'industrialisation, la naissance de la technique, une technique qui fonctionne bien, tout a l'air très rationnel par rapport à la profusion de tout à l'heure. Ici, tout est cadré, tout est bien donc rationalisé. Sauf que qui a rationalisé pour qui? C'est le propriétaire qui rationalise pour lui-même. Le sujet humain, celui qui va être transporté pour faire cela, les femmes qui vont être abusées sur la plantation, qu'est-ce qu'elles sont? Elles ne sont que de simples silhouettes, aussitôt disparues. L'habité colonial, pourtant, c'est ce qui a vraiment créé notre espace. Cet habité colonial donc, dont parle Malcolm Ferdinand se décline en trois grands points qu'il va exposer ici. D'abord, nos îles sont marquées par l'instauration de la propriété privée et la parcellisation de la propriété. Les terres sont découpées, du battant des lames au sommet des montagnes. Elles sont parcellisées, l'espace en est transformé, on en aplanit des parties, d'autres dont on ne peut rien faire, on les laisse donc sauvages. Mais en fait, elles vont être profondément affectées par la plantation. Deuxième élément, la plantation, en effet, c'est un ensemble complexe de bâtiments, de maisons, de cases. C'est ce qu'on appelle l'oikos, c'est-à-dire la maison et tout ce qui entoure la maison, y compris les esclaves, qui sont des éléments de la maison. Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant, cette plantation? Elle structure l'intégralité de l'habitat et de la structure de nos îles. L'endroit où passent les routes, l'endroit où passent les canaux d'irrigation, l'endroit où sont construits les villages des plus pauvres, les villes avec les maisons des plus riches, sont structurées par l'espace de la plantation. Pas seulement par l'argent qui est tiré de la plantation, mais par l'organisation du lieu. Or, nous l'oublions. Nous l'oublions quand nous passons dans les rues. Nous oublions qu'il y a toutes les traces des camps. Les camps de travailleurs sont encore dans nos villes. Donc, si vous allez à Saint-Denis, tout le quartier de Champs-Fleury, pourquoi il s'appelle Champs-Fleury? Parce que c'était un camp. C'était un camp de travailleurs engagés, c'était un camp de travailleurs. Et c'est de l'habitat qui est devenu d'abord de la friche, ensuite du bidonville, et qui maintenant est petit à petit embourgeoisé. Mais vous voyez comment notre espace, nos lieux sont encore porteurs de cette histoire. Et porteurs de quoi? Troisième point qui structure l'habité colonial, l'exploitation massive des hommes, l'inégalité genrée, l'exploitation du corps des femmes, donc qui renforce encore le rapport de production et de reproduction. Alors, Malcolm Ferdinand en tire cette idée.
qui est celle par laquelle j'ai commencé. Vous ne pouvez pas travailler sur l'histoire de l'île sans travailler sur son écologie, sur l'organisation naturelle, comment vous structurez les forêts, d'où elles sont, où sont les ruptures entre les champs et les villes. Et vous ne pouvez pas travailler sur l'écologie sans lui redonner l'histoire des hommes, sans lui redonner donc le passé, et ces passés très violents qui nous constituent. Alors, vous connaissez tous la notion d'anthropocène. Il y a une exposition d'ailleurs qui va avoir lieu à la Cité des Arts qui s'appelle Anthropocène. La notion d'anthropocène, vous l'entendez dans la presse souvent, c'est familier pour tout le monde ou pas? Non? Alors, la notion d'anthropocène, c'est considérer que l'homme, l'anthropos, est responsable, en fait, de tout ce qui abîme la planète. L'anthropocène, c'est le règne de l'homme, le règne de l'industrie, de la production. Ce règne qui fait que, donc, l'écologie, maintenant, est le témoin des destructions massives que l'homme a opérées. Oui, mais quand vous parlez d'anthropocène, dit Malcolm Ferdinand, ou quand vous parlez de capitalocène, c'est un autre mot que vous verrez, c'est le capitalisme qui détruit l'écologie. Quand vous parlez de ça, dit Ferdinand, qu'est-ce que vous faites? Vous considérez que tous les hommes sont coupables au même plan, au même niveau de la destruction écologique. Et vous oubliez que parmi ces hommes, certains, dans la destruction écologique, ont été les premières victimes. Et ils ont été emportés dans la nature en même temps que la nature. Ce sont tous ces fameux travailleurs dont les corps ont disparu, que vous ne voyez pas, qui déjà, chez Patu de Rosemont, disparaissaient déjà dans le décor. Alors, bon, lui, il choisit, vous savez que tous les théoriciens adorent créer leur propre lexique, donc lui, il choisit un mot qui est absolument imprononçable, le plantationocène. Vous n'êtes pas obligé de le retenir, mais en attendant, qu'est-ce que ça signifie? C'est l'idée qui est intéressante, c'est l'idée que dans l'espace créole, c'est vraiment l'habité colonial qui structure notre île et qu'il nous incombe de reconnaître, de retrouver. Alors, en effet, qu'est-ce que cela a comme conséquence? Sur un plan concret, qu'est-ce que vous avez comme monument dans l'île? Qu'est-ce que vous avez comme monument qui témoigne de ceux qui ont été dominés? Qu'est-ce que vous avez comme monument qui témoigne de la présence des esclaves, de la présence des engagés? Qu'est-ce qui reste? Comment? Alors oui, mais ce n'est pas les dominés, ça. Alors, il reste quelques vestiges. Donc, vous avez l'hôpital. Il y a de temps en temps, il y a la fameuse cave des esclaves à côté de la rivière des Pluies, par exemple. Qu'est-ce qui reste comme trace? Oui. Alors, le musée, oui, mais qui est créé à partir de quoi? Sur quoi? Alors, justement, il reste des usines. Il reste des usines, il reste des cheminées d'usines. Mais l'habitat, je ne sais pas si vous avez vu aux infos, il y a un nouveau chantier archéologique là, qui vient de trouver en fait, des vestiges de cases de travailleurs malgaches. Je ne sais pas si vous avez entendu ça dans le sud. Hein. Mais qu'est-ce qu'il en reste? Si vous regardez les images du champ, c'est tout à fait spectaculaire, il reste des trous. On sait là qu'il y a eu des poteaux d'habitation, mais il reste un trou. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de monument. Il reste, si vous voulez, c'est le principe de la créolisation, des choses ont été construites à partir de ces manques. Des temples, par exemple, vous savez qu'il y a eu des engagés malbars, et vous savez où ils habitaient, les engagés malbars, parce que les temples sont en bordure des champs. Les temples sont là où avant il y avait les calbanons. Mais les habitats, la structure sociale, il ne reste rien. Vous la voyez à quoi la présence de ces dominés? Vous la voyez au paysage. Il n'y a que dans le paysage, et c'est ce que vous dit Ferdinand ici, seuls les espaces portent la mémoire de l'histoire de ceux, et il cite l'immense poète martiniquais Aimé Césaire, donc seuls les espaces portent la mémoire de l'histoire de ceux sans qui la terre ne serait pas la terre. Mais vous n'avez pas de monuments. Les monuments que vous avez, les traces apparentes, sont au contraire celles des possesseurs de la terre, des propriétaires. Les usines, les grandes cases créoles ou autres. Et si vous vous intéressez un petit peu à la question de l'architecture, à la question de ce qu'ont fait les villes, qu'est-ce qu'on restaure justement? On restaure les grandes cases créoles. On restaure le grand habité colonial. D'accord? Mais la présence des autres, cette trace-là, elle a tout à fait disparu. De même, quel récit vous avez sur la terre? Vous savez que tous les peuples sacralisent les terres. Sacralisent les terres par lesquelles ils produisent, qui leur donnent à manger. Vous avez beaucoup de mythologie de la terre mère, de la terre féconde, de la terre qui nourrit. Or,
quel récit avons-nous ici de cette fécondité? Nous n'en avons pas. Parce que, n'oubliez pas, ce qui est écrit en haut, l'habitant est le maître et l'habitant, les esclaves sont les nègres, ceux qui n'habitent pas. Nègre ne désigne évidemment pas une couleur, désigne un état social. Ce sont ceux qui n'habitent pas, donc ceux qui n'ont pas de lien avec leur espace. Alors, il nous importe, et c'est là qu'est le travail de la littérature, mais aussi le travail de l'art, le travail de vraiment de la technique et de ces fameuses approches géocentrées dont je parlais tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est de chercher ce qui s'appelle les traces mémoire. Alors, vous pouvez les trouver sur un plan très concret. Et c'est un travail que je fais faire à mes étudiants, d'aller se promener, en fait, d'aller se promener, d'aller relever des récits, d'aller relever des traces, en fait, notamment aussi dans l'organisation des jardins. Comment est-ce que les jardins qu'il y a dans les cours, dans les cases, comment est-ce que le jardin porte ces traces? Comment on organise des plantes? Quel pied de bois vous mettez? Quel pied de bois vous mettez pas? Tout ça, ce sont les mémoires. Mais vous voyez, les mémoires, elles sont conservées par ces traces tout à fait immatérielles. Et l'art, la littérature peuvent produire à partir de cet immatériel, à partir de ces traces. Alors, nous avons beaucoup de légendes, beaucoup de récits qui portent sur des éléments naturels et qui sont les vecteurs de ces mémoires historiques, mais on n'en a pas toujours conscience. Par exemple, les fameuses légendes qui sont liées au volcan. Madame Desbassins. Elle est où, Madame Desbassins? Elle est dans le volcan? Pourquoi il y a des éruptions volcaniques? C'est pas quand elle est en colère, c'est quand elle est fouettée par le diable. Elle est fouettée par le diable et donc, du coup, le volcan s'écoule. Et vous voyez comment, en fait, nos légendes... Grand-mère Cale, c'est qui, Grand-mère Cale? C'est une ancienne esclave. Alors, quelle est sa particularité? Alors, elle a des capacités juste de connaissance des lieux. Voilà, elle a des pouvoirs qui sont liés aux espaces et aux lieux. Pourquoi est-ce qu'elle fond sur les enfants et pourquoi est-ce qu'elle terrifie les enfants? On a tué et on ne lui a pas donné de sépulture. Elle n'a pas pu ritualiser la mort de son enfant. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'ancrage de son enfant dans la terre. Du coup, elle erre, c'est un spectre. Elle erre comme un fantôme dans un espace. Et pourquoi elle n'a pas pu enterrer son enfant? Parce que justement, l'espace ne lui appartient pas. Elle n'est pas habitante du lieu. Elle est esclave. Donc, vous voyez comment ces légendes, en fait, sont reconnectées aux éléments naturels et vous permettent de relire notre nature à partir de ces mémoires historiques. Alors, bon, voilà. Pour travailler sur ça, il y a 4 grandes théories, mais je ne vais pas les... Bon, le temps est passé très très vite, donc je vais simplement vous montrer les diapos, mais je ne vais pas les commenter en détail, parce que ça fait déjà pratiquement 1 heure que je parle. Alors, pour travailler sur ces perspectives géocentrées de manière plus technique, il y a 4 grands courants contemporains, 4 grands courants contemporains qui se font écho dans la pensée et dans l'étude littéraire. Ces 4 grands courants ont été créés dans le Nord, aux États-Unis, au Canada, en Europe. Et ils ont été très critiqués par les intellectuels, les écrivains, les théoriciens du Sud. Parce que ces 4 grands courants ont tendance à considérer qu'il y a un partage entre la nature et l'homme, ont tendance à considérer qu'il y a une nature sauvage qu'il faut préserver. Or, je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité, si vous avez entendu parler notamment d'un ouvrage qui fait pas mal polémique en ce moment, qui s'appelle « Le colonialisme vert ». Vous en avez entendu parler de cet ouvrage ou pas du tout? Ça vous dit un peu quelque chose, non? Alors, c'est un ouvrage donc d'un chercheur qui s'appelle Guillaume Blanc et qui montre comment, en fait, pour créer un parc naturel, vous expulsez les habitants du parc. Donc, vous sauvez la nature, mais en chassant les hommes. C'est ce qui s'est passé avec le parc national des Hauts ici. Ça a été une grande question. Est-ce qu'on garde les habitants, pas les habitants? Est-ce que les habitants aident à la pratique du lieu ou est-ce qu'ils abîment le lieu? Donc, si vous voulez, ces 4 grands courants, ils ont été critiqués par les habitants du Sud comme étant finalement des idéologies du Nord qui ne se préoccupent pas vraiment des habitants, mais plus du monde naturel. Alors, ces 4 grands courants, je passe très très vite. Vous en avez un qui s'appelle la géopoétique.
cette géopoétique consiste à vouloir reconnecter, recréer le rapport homme-terre. Et cette géopoétique, donc, elle s'appuie sur l'idée que vous devez déambuler dans les lieux, travailler à partir des lieux, travailler à partir des végétaux, travailler à partir des plantes pour recréer d'autres mondes. Alors, vous avez un exemple ici. Donc, tout à fait typique, c'est-à-dire que vous avez une représentation de l'eau, mais qui est faite à partir ici de chanvre, de végétaux, de différents pigments. Alors, ce travail géopoétique, il idéalise énormément la nature comme espace sauvage, comme espace pur, comme espace préservé. Mais ici, il y a quelqu'un, le poète Nicolas Giraudoux, qui propose en fait, dans un de ses textes, une approche qu'on pourrait vraiment appeler géopoétique et que la théorie géopoétique nous aide à lire. Dans ce texte, Giraudoux va mettre en rapport les pierres et l'idée que ces pierres portent un langage, qu'il y a des lettres dans les pierres, que les pierres sont des discours humains. Alors bon, vous connaissez tous La Roche écrite, qui a fait beaucoup rêver. Vous connaissez tous aussi ce que Jules Hermann disait de la falaise, justement, qu'elle est le lieu où ces fameux habitants du continent disparu, la Lémurie, avaient créé donc des sculptures, des bas-reliefs, et Jules Hermann pensait voir ces bas-reliefs et pensait voir ce langage écrit sur les pierres. C'est l'exemple type de ce que vous permet de faire la géopoétique, c'est-à-dire de faire travailler vraiment cette connexion entre l'espace et l'humain. Donc, vous voyez, on peut la travailler du côté des arts plastiques, on peut la travailler aussi du côté de la littérature, où vous voyez que Nicolas Giraudoux va montrer comment chaque pierre, en fait, est une mémoire malgache. C'est une mémoire, il voit ces pierres non seulement comme un langage, mais comme un discours malgache, comme une mémoire de la présence malgache dans le cœur du pays Mafat. Ensuite, une deuxième approche qui est celle de la géocritique. Alors, cette géocritique, qui a été théorisée par un Français qui s'appelle Bertrand Westphal, elle est assez intéressante parce qu'elle vous montre comment vous allez, à partir d'un même lieu, multiplier les points de vue sur ce lieu. Multiplier les points de vue dans tous les domaines possibles. La littérature, mais aussi la photographie, la peinture, le cinéma. Comment un même lieu est représenté par tout un ensemble de personnes. Alors, ça a été, bon, ça je passe, il y a beaucoup de jeux qui sont faits par ça, par pas mal d'universitaires, notamment au Québec, donc qui ont fait carrément des sites internet entiers interactifs où dès que vous trouvez des représentations d'un lieu, vous l'envoyez sur le site et ça vous permet de croiser tous les regards qui portent sur ce lieu. Ça, c'est un travail qui est absolument très, très jouissif à faire en fait, hein. Et surtout, non seulement c'est intéressant à faire, mais ça vous permet ceci pour nous, pour les littératures postcoloniales, pour les littératures francophones. Ça nous permet de multiplier les regards et de ne plus seulement avoir le regard du dominant, de plus seulement avoir le regard du touriste, ne plus seulement avoir le regard colonial ou le regard du scientifique, mais avoir aussi le regard de celui qui a toujours pratiqué et habité ce lieu. Alors Westphal décline sa théorie en 4 points. Je ne vais pas tout vous décrypter parce que bon, c'est peut-être un peu pénible pour vous, un peu long. Puis bon, vous avez autre chose à faire de votre soirée. Voilà, hein. Donc, 4 points. Simplement, un des points qui est intéressant pour nous, c'est la stratigraphie, c'est-à-dire essayer de voir un espace sur un plan plus archéologique, de voir ce qu'il y a. Donc, comme on a essayé de le faire un petit peu tout à l'heure avec l'étoile autour de cela. Alors, j'avais un petit texte de Pierre-Louis Rivière que vous connaissez bien, qui peut être lu totalement de cette manière. Je n'ai pas le temps, malheureusement. Mais voilà. Bon, je passe très vite sur celle-ci. L'écocritique, c'est une théorie qui, elle, s'intéresse vraiment à la question écologique, aux dégradations qui sont faites et à la question du déchet et notamment à la question de la récupération du déchet. Alors, je vous avais donné un exemple. Un plasticien malgache, Temanjut, vous le connaissez peut-être, il commence à être très connu dans la région. Temanjut peint en fait des éléments de ça. Il est du sud malgache, il est d'un pays où il y a beaucoup de zébus. Et donc, il va beaucoup créer des zébus, donc unir le monde pastoral, le monde paysan,
mais le faire à partir justement de récupération dans les poubelles de la capitale Tananarive. Donc, il travaille beaucoup à partir de morceaux de savate de doigts, mais il travaille aussi beaucoup à partir de composants téléphoniques, qui sont, vous le savez peut-être, un des éléments à cause desquels on détruit le plus la terre malgache. Hein. C'est beaucoup d'usines extraient des sables pour les composants téléphoniques. Et donc, Temanjut va récupérer des vieux composants téléphoniques qui traînent dans les décharges pour recréer un imaginaire rural et pastoral à partir de cela. Alors, en littérature, pareil, bon, ça, je passe. Et puis, dernier élément, donc, la notion éco-poétique, celle qui insiste plus sur la notion d'esthétique, qui insiste plus sur la composante littéraire, et dont une des branches est la zoopoétique, c'est-à-dire l'analyse de la représentation des animaux. Alors, cette éco-poétique, là aussi, je vous en avais donné une petite illustration sur un texte mauricien, cette fois. Mais de toute façon, je laisserai le PowerPoint à disposition si vous voulez approfondir ou relire, voilà, s'il y a des choses que vous voulez relire. Et je voulais conclure par ceci. Donc, en conclusion, cette éco-poétique post-coloniale, voire décoloniale, pourquoi? Parce qu'elle me permet de m'émanciper du regard des autres, elle me permet peut-être de me recentrer sur mon propre regard en quittant un petit peu tous les regards déjà dits par d'autres, faits par d'autres. Cette éco-poétique post-coloniale, décoloniale me permet quoi? De lire autrement le monde, de m'éloigner des perspectives strictement humaines, de remettre de la diversité dans ce monde, et elle me permet surtout de redonner de la complexité au monde créole. Les mondes créoles qui sont vus de manière très stéréotypée, qui sont vus de manière très, j'allais dire, très masquée. Nous sommes dans le déni constant de notre histoire, nous la connaissons mal, vous n'êtes pas instruit dans votre propre histoire, dans votre propre littérature. Et ces perspectives-là vous permettent de faire réapparaître, en fait, tout ce que vous ne savez pas, de lire tout simplement. Quand vous prenez la route, regardez tout simplement. Regardez comme les paysages sont habités, regardez comme les paysages sont construits par la mémoire de tous les hommes qui les ont façonnés et qui y ont totalement disparu. Petite image pour finir. La mise en regard d'espace créole, vous connaissez William Zitt, à gauche, donc, avec, c'était une photo du tunnel Tête CAF. Je ne sais pas s'il existe encore, d'ailleurs, je ne sais pas du tout. Il existe toujours? D'accord. Donc, une petite mise en regard pour vous montrer justement les visages de ceux qu'on a oubliés, qui sont sous la route pour le tunnel Tête CAF, ou qui sont à côté de la route pour l'Anse Cafard en Martinique. Donc, tout ce groupe de statues qui, je trouve que ça fait un bel écho final, en fait, entre la Réunion et les Antilles, de montrer comment l'art essaye de réinscrire dans le lieu, dans l'Anse Cafard. Donc, vous êtes en bord de mer et ces statues regardent la mer d'où viennent les esclaves. Et ici, le tunnel Tête CAF, c'était justement pour montrer comment, en fait, on avait transbordé les hommes de la mer jusqu'à l'intérieur des terres. Et ces formes d'art-là, comme les formes littéraires, vous permettent de faire revenir à la surface ce que l'on avait oublié et de lire autrement les paysages. Voilà, je vous remercie. J'étais un peu longue, je suis désolée. Voilà. Voilà, donc je suis à votre disposition. S'il y a des points que vous voulez que j'approfondisse, j'essaie de ne pas parler beaucoup plus d'une heure pour ne pas trop vous épuiser. Avez-vous des questions, des choses que vous voulez que je reprenne? C'est bon? Oui. Alors, l'autre, c'était un texte littéraire, en fait, Michel Racousson, qui exploite, qui montre énormément la dégradation, en fait, de l'espace tananarivien, donc de tout le milieu urbain qui, en fait, est complètement dévasté par la marchandise, par le capitalisme et par, vous savez peut-être qu'on comble toutes les rizières actuellement à Tananarive pour construire des zones franches. Donc, ça crée des zones inondables, ça chasse les paysans et ainsi de suite. Autre question? Oui. Oui. Alors, ces quatre notions-là, géopoétique, écopoétique ou autre,
je vous les ai présentées parce que ce sont des théories qui sont actuellement très en vogue, en quelque sorte. Mais elles sont pas, les mots ne sont pas intéressants. Ce qui est intéressant, si vous voulez, alors, tout travaille légèrement différemment la nature. Alors, je vais déjà quand même vous mettre ce que j'aurais dû mettre en premier. Voilà. Tous ces mots-là, ils seront résumés dans l'article final de Antje Zitten, si vous voulez photographier la diapo. Dans cet article-là, ils seront résumés, ces mots-là. Mais ce n'est pas tant le mot qui est le plus important, hein. Ce n'est pas tant la notion d'éco-critique, éco-poétique ou autre. Ce qui est important, c'est que chacune de ces 4 notions vous invite à ne plus voir la nature comme quelque chose d'accidentel, quelque chose de secondaire. Ce n'est plus un cadre, un arrière-plan, c'est un premier plan. Et surtout, elle vous montre qu'on ne peut pas penser selon ce que Philippe Descola critique quand il appelle ça le grand partage. Vous ne pouvez pas penser nature et culture. La nature est culturelle. Elle est culturalisée et dans le regard qu'on porte sur elle et dans l'influence que nous avons sur elle. Inversement, la nature structure évidemment notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Vous voyez, donc ces 4 notions, finalement, l'abordent de manière différente. L'une plus par la déambulation, l'autre plus par l'idée d'une stratification, par l'idée d'une archéologie. Mais chacune, finalement, travaille autour de cette même idée principale. Donc de recréer ce lien, d'arrêter de faire la dichotomie nature-culture, homme-paysage, mais au contraire de montrer comment, en fait, en relisant les paysages, vous réétablissez une histoire autre des hommes. Car en fait, qu'est-ce que j'ai essayé de vous montrer ? C'est qu'en refaisant ces paysages, vous quittez l'histoire dominante pour aller vers une histoire alternative. Vous voyez, vous pouvez refaire l'histoire autrement, c'est-à-dire pas en répétant, comme vous l'avez fait à l'école, que ce sont les Français qui ont abordé à Saint-Paul, machin, machin, vous voyez, mais vous recréez une histoire autre, c'est-à-dire tous les gens qui ont créé cette île. Vous leur redonnez de la place quand vous regardez le paysage, le rôle qu'ils ont eu sur le paysage. Voilà. Et ces 4 notions, finalement, tournent autour de cette idée-là. Voilà. Oui, alors la stratigraphie, donc c'est un des 4 points donc de Westphal. Alors, la stratigraphie, c'est en fait que chaque espace est porteur, en dessous de lui, comme par palimpseste, en fait, est porteur d'autres histoires. Donc, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Quand vous allez à Saint-Denis, alors je sais qu'apparemment, Kid Créole et Boogie ont un travail sur le plan de Saint-Denis, donc justement dans lequel ils doivent montrer ce qu'il y a eu en dessous de Saint-Denis. Quand vous allez à Saint-Denis, je parlais du quartier de Champfleury où il y a la Cité des Arts. Bon, ce quartier, vous voyez, il y a quoi? Il y a le quartier pêcheur d'un côté. Et pêcheurs, il n'y en a plus des masses. Ils continuent à s'appeler pêcheurs. Il y a une pauvre barque de temps en temps qui traîne, mais il n'y a plus de pêcheurs. Et donc, le nom garde en fait cette mémoire. Sauf que pour aller jusqu'à la mer, vous avez l'autoroute. Bon, vous avez la Cité des Arts qui est sur ce qui était une friche. Mais cette friche, en fait, et de même que tout le quartier de Champfleury, il y avait quoi à la place? Il y avait les habitats des esclaves, les habitats des engagés. Vous voyez? Et ça, quand vous passez dans Saint-Denis pour aller à Gillot, et tout le monde le fait, tous les touristes, quand vous avez de la famille qui vient vous voir, on vous dit, oh là là, mais la Réunion, c'est la France, quoi. C'est quoi, où ça va commencer vraiment les tropiques? Quand est-ce qu'on va vraiment aller dans la carte postale? C'est pas entre Gillot et le cœur de Saint-Denis. Mais en fait, parce qu'il faut, sous cet espace-là, voir en fait ce qu'il y a. Et c'est ça la stratigraphie, c'est-à-dire que sous l'espace de la 4 voies, sous l'espace du centre commercial, sous l'espace là des immeubles, vous avez en fait donc la mémoire de cette organisation de l'habitat. Et si vous regardez bien d'ailleurs dans le plan de Saint-Denis, partout où vous avez des immeubles de la SIDR, donc partout où vous avez des HLM, c'était là où vous aviez les bidonvilles et c'était là où vous aviez l'habitat des esclaves. C'est vraiment très, très net. Et donc, la stratigraphie consiste à réveiller en fait ces souvenirs-là pour voir l'espace sur plusieurs dimensions et pas seulement sur cette espèce de couche sédimentée de la modernité qu'on veut y voir. Oui. Exactement. Voilà.
Alors, c'est pour ça que je voulais vous présenter un petit peu cette démarche et ces outils, parce qu'ils peuvent être travaillés, bon, nous, de mon côté, on l'utilise en littérature, mais dans la question des arts plastiques, hein, ce sont vraiment, vraiment des notions qui sont très fructueuses, hein, très utilisables, et vous pouvez lire vraiment beaucoup, beaucoup de productions de plasticiens à partir de cela. Donc, vous avez cette stratigraphie, mais vous avez aussi la multifocalisation, c'est-à-dire des regards multiples qui se croisent, et chaque regard crée des significations nouvelles et apporte en fait des mémoires nouvelles, apporte des éléments nouveaux, apporte aussi ce qu'ils appellent de la polysensorialité, c'est-à-dire des sensations diverses, olfactives, tactiles, auditives ou autres. Hein. Car vous avez dans cette étude-là, ce qui est très intéressant, c'est de faire travailler les sons. Quand vous allez, par exemple, j'ai une étudiante qui a fait un travail magnifique justement sur la captation de son quand vous allez dans un champ de Cannes. Quels sons vous entendez, puis à partir de quel moment vous entendez les voitures, à partir de quel moment vous entendez la route. Et à partir de quel moment finalement cesse en réalité la campagne pour être vraiment dans l'urbanisation. Et donc vous pouvez travailler ça dans toutes les formes de création, art plastique, son, image ou autre, et pas seulement en littérature. Et je voulais quand même, je profite de vous tenir prisonnier pour dire une dernière chose quand même, parce que je ne voudrais pas que vous ayez l'idée que ce sont des lectures qui ne sont que anciennes, nostalgiques, appuyées sur l'idée du passé, de l'esclavage ou autre. Non, ce sont des modes de lecture qui sont totalement actuels et qui peuvent énormément, notamment, vous aider à lire aussi et à pratiquer aussi, peut-être d'une autre manière, toutes les questions des arts urbains. Alors, vous connaissez tous Kid Creole et Boogie, justement, et c'est leur objectif, hein, d'essayer de remettre ces mémoires sur les lieux mêmes d'un espace moderne qui les a oubliés. C'est vraiment ce travail d'archéologie, en fait, hein, de faire ressortir, comme tu disais, hein, de retourner la terre, de retourner les mémoires pour permettre cette interaction contemporaine et casser donc l'idée de tradition-modernité qui n'a pas de sens, hein, pas plus que l'idée de monde nature-culture. Tradition-modernité, ça n'a pas de sens. Donc, je voulais quand même vous dire cela. Ce n'est pas une lecture qui ne se prête que voilà, à la question de la plantation et de l'esclavage, mais c'est une lecture qui se prête totalement au monde immédiatement contemporain. Autre question, renseignement? Oui. Nom de famille? Mon nom de famille? Alors, c'est Magdelaine. Magdelaine. Et si vous voulez mon nom malgache, c'est un peu plus compliqué. Comment? Indian Zaftim. Indian Zaftim. Andrian Jaffitrimo. Pardon. De ma part, non. Ce sont des éléments. En fait, j'enseigne un cours sur ces notions-là. Si vous voulez vraiment en littérature, c'est ça. Par contre, ce que j'ai mis en gras, il y a un article de Malcolm Ferdinand, donc la littérature pour penser l'écologie postcoloniale caribéenne, et il y a son ouvrage. Une écologie décoloniale, ça se lit très bien. C'est un ouvrage entier, mais ça se lit très, très bien et c'est absolument passionnant. C'est sur les Antilles, mais c'est absolument passionnant. Hein, l'ouvrage Une écologie décoloniale, c'est très récent et c'est vraiment un vrai plaisir intellectuel. Voilà, je ne sais pas si vous le connaissez. On peut même l'avoir en e-book. On peut l'avoir gratuitement en e-book. Je ne devrais pas le dire, mais voilà, il y a des petites... voilà. Autre... Non, 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 pas du tout. Non, en fait, c'est un courant de l'analyse littéraire qui est assez à la mode, comme je le disais, et que j'ai découvert en fait. Je suis rédactrice en chef d'une revue de littérature francophone, donc j'ai lu ça dans des articles faits par des Américains au départ, parce que ça se faisait pas vraiment en France. Et donc depuis plusieurs années, ça se fait aux États-Unis, au Canada. J'ai découvert ça en fait par des Canadiens
qui travaillait sur l'Amérique, sur le Grand Nord. Donc rien à voir a priori. Et puis j'ai trouvé que la méthode était tout à fait passionnante. Donc je suis allée creuser un petit peu plus loin et j'ai trouvé que c'était vraiment. Mais je suis pas la seule. Hein. Carpanin, que vous entendrez au second semestre. Carpanin, c'est très très bel article de Carpanin. Vraiment, c'est pas pour faire la promotion de mon petit camarade, mais très bel article sur cette question. Et donc voilà, c'est une démarche qui maintenant est assez utilisée sur les espaces francophones et sur les espaces insulaires. Voilà. Vous êtes libérés ? Bonne soirée, merci de votre attention. Au revoir.